Madame, Monsieur, bonjour. Un an déjà que l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, a changé de dénomination pour s'appeler désormais Renaissance nationale. Pendant ces 12 derniers mois, les choses sont allées très vite. Le seul parti politique dirigé au Bénin par une femme, pour ne pas la nommer, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio Omolara, s'est positionné sur l'échiquier politique national. Un an après cette décision audacieuse, il est important de faire le point de ce qui a bien marché et de ce qui n'a pas parfaitement marché. C'est dans cette optique que nous recevons pour vous dans ce studio, sur ce plateau spécial, Dr Mohamed Awali Akintola. Renaissance nationale, bilan, un an après le changement. Quel bilan, j'allais dire, un an après le changement de dénomination? Il va répondre à nos questions sur ce plateau où je serai avec Peggy Ludovic Dagba. Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, Maurice Agua. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Et merci d'être avec nous. Docteur Mohamed Awali Akintola, bonjour. Bonjour, Monsieur Ludovic Dagba. Bonjour à nos téléspectateurs également. Bonjour, Monsieur Mori. Bonjour, docteur. Merci d'avoir répondu à notre appel. C'est un Ce plaisir. n'est pas facile de vous avoir. Vous êtes le porte-parole de Renaissance nationale. Vous êtes également le chargé de mission de la présidente du parti Renaissance nationale. Le parti Renaissance nationale qui, aujourd'hui, est bien sûr fête ses 1 an, souffle sa toute première bougie. Alors donc, il y a 1 an, on était au Palais des Congrès de Cotonou pour suivre, évidemment, cette dénomination du parti. Dites-nous, comment cette dénomination a-t-elle été accueillie par les populations? Est-ce que les militants se retrouvent à travers Renaissance nationale? Merci beaucoup et une fois encore, merci à nos téléspectateurs de passer du temps à nous suivre, à nous écouter. Cela dénote de l'intérêt qu'ils ont pour la gestion, je vais dire la bonne gestion de la chose publique, puisque nous sommes sur le terrain politique et nous parlons de la gestion de la cité. Oui, il y a également, comme vous l'avez dit, 1 année en arrière, nous étions en train de d'opérer une mutation de l'UDBN pour Renaissance nationale. Et pour rappeler le contexte qui a prévalu à cette action stratégique-là qu'a mené le parti à l'époque, c'est que nous étions face à un contexte politique qui demandait un meilleur repositionnement. Le système partisan s'est retrouvé davantage renforcé. Il y a eu des efforts menés par le parti afin de pouvoir tenir dans l'arène politique. Et je le rappelle que c'est le seul parti politique dirigé par une femme en République du Bénin. Ce n'est pas facile d'abord d'être chef de parti politique et ce n'est pas facile d'être femme chef de parti politique. Donc la stratégie a été donc de faire je vais dire un chamboulement très profond. C'est juste la pointe de l'iceberg qu'est le nom Renaissance nationale qui a été mis en avant, mais beaucoup d'autres changements stratégiques ont été opérés à l'époque. Le bureau exécutif national qui a été étoffé davantage dans le but de chercher un certain équilibre, puisqu'on était souvent tagué de n'avoir pas un ancrage national. Certains disaient que le parti est un parti du sud du Bénin, d'aucuns disaient que c'est un parti de Godomé et ainsi de suite. Donc il fallait mener des actions pour non seulement prouver à la population que ce n'était pas le cas, mais surtout aller au-delà pour que nos militants qui sont de Tchoumi-Tchoumi, qui sont de Boukoumbe, qui sont de Kaboua, qui sont de Louémé du Plateau se sentent également davantage reconnus par ces critiques-là. De l'autre côté, il y avait une révision de nos stratégies de communication à faire. On devait passer un peu plus à l'offensive. Voilà donc des stratégies qui ont été énumérées et qui sont issues de ce congrès-là. Aujourd'hui, oui, le bilan, si c'est la question que vous me posez, il est positif. Le bilan est positif et cela sur plusieurs plans. Non seulement sur le plan de la visibilité, parce que vous avez dit, est-ce que
les militants se retrouvent à travers ce nom. Oui, la première preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous entendez très rarement UDBN. Il n'y a même plus le lapsus UDBN sur les lèvres. Cela veut donc dire que dans le conscient et le subconscient des militants, mais également de la population béninoise, Renaissance nationale s'est établie. Mais alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait pour arriver à ce résultat? On a choisi de faire un travail de fourmi et ça continue. En un an, on n'a pas atteint tous les objectifs qu'on s'est fixés. En un an également, on n'a pas fait un miracle, mais on a choisi désormais d'aller de façon méthodique. Nous sommes descendus à la base. Au lieu de courir pour commencer à mettre sur pied des bureaux de coordination de tel quartier, par ici, par là. Non, on a choisi de faire ce qu'on appelle des équipes focales de remobilisation. Parce qu'il fallait tamiser. Il fallait discerner le bon grain de livret. Parce que nous avons un long chemin à faire. Il y avait livret? Bien sûr que oui, comme dans tout parti politique. C'est en cela que depuis un an, je n'en ai même pas vu, malgré la veille médiatique qu'on a fait. Vous n'entendrez pas telle coordination du parti Renaissance nationale s'est détachée pour rejoindre tel autre parti politique. Non. Parce qu'on s'est assuré que nous sommes désormais avec des gens qui sont convaincus. Mais pas des gens qui mettent en avant l'intérêt personnel ou l'intérêt d'un groupuscule dans le combat politique que nous sommes en train de faire. C'est d'abord ça. Lorsque c'est de la conviction qui motive les choix politiques et les actions que mènent les gens, eh bien, il est rare que vous vous levez le lendemain, que vous entendez « tel nous a lâchés ». On a fait ce travail-là et on n'avait pas froid aux yeux de nous détacher de ceux qui n'étaient pas en harmonie avec notre vision de la gestion politique. Vous les avez identifiés? Et bien sûr que oui, parce que vous savez, c'est très facile de savoir qui est vraiment votre et qui n'est pas votre lorsque vous n'êtes pas en situation d'aisance. C'est très facile de savoir qui n'est pas réellement sincère envers vous, qui n'est pas vraiment honnête envers vous, lorsque vous n'êtes pas en train d'inonder comme le ferait quelqu'un qui est dit à l'Assemblée, quelqu'un qui est ministre par ici, quelqu'un qui est maire par là. Et donc, quand ils n'ont pas des avantages personnels directs, la vraie nature des gens se révèle. Nous sommes donc passés par là. Ensuite, nous avons commencé à travailler sur l'idéologie du parti. D'accord. Tout ça. Parce que le système partisan recentre la vie et l'action des partis politiques sur l'idéologie d'abord. C'est ça qui représente la colonne vertébrale d'un parti politique dans un système partisan en démocratie. Et quelle est l'idéologie du parti? Nous sommes nationalistes. Notre ancrage est nationaliste. Nous consommons béninois d'abord. Nous valorisons d'abord les compétences du Bénin. La preuve, l'épi de maïs est toujours là dans le logo. Il n'a jamais quitté le logo, vous l'avez su, parce que nous sommes convaincus du fait que le développement de notre pays viendra d'abord de tout ce qui sera mis en œuvre de façon endogène. C'est d'abord ça. Et l'exogène viendra juste impulser s'il le faut. Mais il faut que le mécanisme existe déjà. Donc nous sommes très attachés à la terre nourricière. Nous sommes très attachés, par exemple, à l'agriculture. Nous sommes très attachés à ce qui est nôtre. Parce que c'est ça d'abord qui nous définit. Nous sommes très attachés à la culture. Nous sommes très attachés à tout ce qui est industrialisation, qui consomme d'abord ce qui a été produit au Bénin, qui valorise cela. Donc c'est d'abord le travail que nous avons commencé à faire après ce toilettage-là, qui continue toujours d'ailleurs. Mieux expliquer à nos militants et à nos militantes que le combat politique n'est pas un combat de nous allons aux élections. Les partis politiques ne se résument pas à il faut aller aux élections, gagner des postes et puis ça va marcher pour tout le monde, on va partager le gâteau. Le Bénin n'est pas un gâteau que chacun vient partager, non. C'est un pays qu'il faut faire tourner pour nous et pour les générations à venir. Ça demande du sacrifice et de la responsabilité. Voilà le deuxième travail qui a été fait. Je parlais tantôt d'ancrage. Vous auriez suivi ces 12 derniers mois que un peu partout, que ce soit au centre du pays ou au nord du pays, nous avons su nous asseoir dans certaines zones stratégiques qui sont considérées pour nous à RN aujourd'hui un peu comme la capitale RN de ces zones-là géographiques du pays. Et quelles sont ces zones? Et c'est à partir de là que cela irradie. Nous avons par exemple les collines qui représentent aujourd'hui le cœur du parti pour nous, pour tout ce qui est de la zone du centre. D'accord. Nous avons la zone de Parakou, pour tout ce qui est Borgou.
nous avons la zone de la Liborie pour la Takora et, comment on appelle la Liborie et la Tonga. Et au sud ici, bon, je n'ai même pas besoin d'en parler. Il y a l'Amazone en chef elle-même qui est là, dans le département de l'Atlantique. Et c'est à partir de là que le feu va prendre, ou est en train de prendre dans tous les autres départements, afin que nous puissions avoir des bases encore plus solides. Ce n'est pas une publicité que je vous fais. On vous a vu récemment, notamment au centre, dans Savalou, où vous êtes allé quand même faire des choses. Pardon. En effet, je le confirme, et cela dénote de l'effort que nous sommes en train de faire pour que le parti soit davantage connu, pour que le parti soit davantage apprécié, et qu'on puisse, avec nos camarades de ces zones-là, contaminer progressivement les autres. Parce que nous sommes convaincus que nous sommes en train, c'est nous qui vendons la meilleure marchandise sur ce marché-là. On vous a vu un peu quand même très, je vais dire très proactif dans les collines, puisque Peggy Ludovic Dagba parlait de Savet. Qu'est-ce que les populations attendent vraiment de ce seul parti dirigé par une femme, parlant des populations, des militants des collines? Déjà que le parti était connu, mais les populations des collines ne se sentaient pas suffisamment représentées. C'est ça. Voilà un peu quelques résultats du diagnostic que nous avions fait par le passé. Mais aujourd'hui, le parti s'est davantage déplacé vers eux. Le parti s'est davantage déplacé vers eux à travers plusieurs actions que la présidente Claudine Afiavi-Prudencio a menées dans cette zone-là avec les membres du bureau exécutif national. Aujourd'hui, les collines voient dans le parti Renaissance nationale une alternative nouvelle. Parce que c'est une femme qui dirige ce parti-là et on est assez fatigué de toutes ces promesses-là qui ne sont presque jamais tenues. Et on se dit, bon, et si on changeait un peu de fusil d'épaule? Et si on testait? Voilà, on verrait bien ce que ça nous apporterait. De l'autre côté, la valorisation de la compétence et de la jeunesse au sein de ce parti-là est également lueur d'espoir pour les populations des collines. Parce que nous avons aujourd'hui plusieurs cadres des collines qui sont membres du bureau exécutif national, qui sont connus dans leur zone pour leurs compétences et qui militent pour l'ancrage de ce parti-là dans cette zone. C'est une lueur d'espoir pour nos populations parce qu'il est dit, nous les connaissons. Et s'ils sont là-bas, c'est que c'est bien pour nous. Parce qu'ils ont toujours travaillé pour le bien de la population à la base. Et parlant des cadres également, le parti a des cadres qui ont été nommés sur le plan national, préfets et autres. En effet. Aujourd'hui, qu'est-ce que ces cadres-là apportent également, puisque vous parlez de visibilité au parti RN? Il faut savoir que le combat politique ne se fait pas que sur les médias ou de façon visible. Et de la posture de certains militantes UDBN d'hier, Renaissance nationale d'aujourd'hui, qui sont à des postes de responsabilité, pour éviter toute une confusion autour des prérogatives dans l'exécutif, mais également des prérogatives politiques au sein de leur formation politique, il y a certaines choses qui ne peuvent pas être mises en avant. Mais je vous assure que ces personnes-là dont vous êtes en train de parler font beaucoup dans l'ombre pour que davantage le parti rayonne. Mais quel point on peut déjà faire de ces personnalités de RN qui sont à des postes de responsabilité? Non, je préférerais que ce ne soit pas sur les ondes que cela se fasse et qu'on les connaît. Mais rassurez-nous, est-ce que la préfète de Louémé est toujours de Renaissance nationale? N'ayez crainte. N'ayez crainte. Je pense que c'est suffisant comme réponse. D'accord. Absolument aucun crainte à avoir de ce côté. D'accord. Nous allons poursuivre cette émission qui veut quand même toujours faire ce bilan. Quelle est la perception dans l'opinion publique aujourd'hui? Quelle perception sentez-vous que la population a de Renaissance nationale? En toute franchise, beaucoup de positivité dans les retours que nous avons de nos publications, parce que ce n'est que de cette manière-là que vous pouvez prendre le pouls de la population. Tout à l'heure, lorsque nous allons finir cette émission, il y a des extraits qui vont circuler sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Et la veille de la cellule de communication nous permet en fait de savoir ce qu'on pense et de nous ajuster au mieux et d'échanger parfois avec les gens pour les rassurer
par rapport à des malcompréhensions, par rapport à des méprises de position. Donc, oui, ça a été positif pour nous, positif dans son ensemble. Les populations trouvent aujourd'hui qu'au début, qu'ils vous souviennent que certains analystes politiques nous avaient parlé de saupoudrage à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont déchanté et c'est déjà quelque chose de positif parce qu'eux-mêmes, aujourd'hui, ne parlent plus du DBN. Parce que lorsqu'on parle de saupoudrage, c'est que vous êtes en train de camoufler quelque chose avec alors qu'elle est fine toujours couche là. alors qu'elle est toujours là. Et puis, lorsque le vent va souffler ou que l'eau va, ou que l'érosion va se faire, ça va encore refaire surface. Mais je pense que ces mêmes commentateurs-là, aujourd'hui, ont oublié UDBN et parlent de renaissance nationale. Ça veut dire que le pari, il a été gagné pour nous. Mais au-delà de ça, notre proactivité sur beaucoup de questions d'intérêt national et international ont été appréciées. Mais au-delà de tout, la démarcation de renaissance nationale au sein de la majorité présidentielle. Parce que nous avons dit, nous sommes Justement, quelle est la perception que vos collègues de la mouvance présidentielle ont? Est-ce que Renaissance nationale est considérée comme un parti de la mouvance présidentielle ou toujours, comment dirais-je, à l'autre bout? Non, mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui, on n'a pas besoin de le dire. Renaissance nationale a été très active dans la tournée de reddition de comptes. Nous avons toujours été présents, d'abord invités et présents à tout ce qui concernait la grande famille de la majorité présidentielle lorsque c'est le chef de l'exécutif lui-même qui est notre leader qui nous y invite. Et au-delà de ça, nous avons, sur beaucoup de sujets, parlé d'une seule et même voix avec les autres partis de la majorité présidentielle. Donc, cela va de soi qu'on n'a aucune inquiétude par rapport à cela. Je disais donc tantôt que parfois nos positions semblent peut-être même choquer. Mais nous disons, lorsque vous aimez quelqu'un, que vous voulez accompagner quelqu'un à réussir son travail, vous devez en premier lieu être véridique envers cette personne-là. La loyauté, c'est d'abord la vérité et l'honnêteté. Et c'est ce que nous sommes vis-à-vis du président de la République. C'est en ça que parfois nos prises de position ne font pas forcément. Vous allez voir certains partis de la mouvance présidentielle diverger par rapport à nos prises de position. Nous les assumons parce que nous sommes guidés par certaines valeurs. La paix pour le Bénin. Et même si c'est amer de le consommer, nous n'avons pas peur ni honte de le dire, pour dire voilà ce qu'il faut faire et voilà ce que nous conseillons au leader en chef derrière lequel nous nous alignons. Mais est-ce qu'il y a toujours des concertations avec l'Union progressiste, le Renouveau par exemple, ou avec le Bloc républicain sur quand même des positions communes à adopter par rapport à ci ou ça? Des échanges, il y en a entre les leaders de ces partis-là. D'accord. Un cadre formel qui réunit les bureaux nationaux des partis politiques là dans une majorité présidentielle, nous n'en avons pas encore. Mais les leaders de ces partis communiquent entre eux. Et c'est aussi ça la dynamique d'une grande famille. C'est que nous ne sommes pas forcément tous obligés d'avoir le même point de vue. Et nul n'oblige l'autre à s'aligner sur sa position lorsqu'il s'agit de se prononcer sur ces questions-là. Parce que l'autonomie de chaque parti politique, vis-à-vis de son idéologie, de sa vision, de ses valeurs, peut l'emmener à ne pas aller dans le sens dans lequel tel ou tel autre est en train d'aller. Et nous ne voyons pas ça comme un point négatif, nous le voyons comme un point positif de cette grande famille-là qu'est la mouvance présidentielle, parce que c'est de ces discussions-là que jaillit en fait la vérité et ce qui arrange le peuple. Alors, avec Mohamed Benner récemment, il y a eu quand même concertation. En effet. Quel était quand même le but de ce rapprochement-là? C'est vrai qu'on a entendu le leader de Mohamed Benner dire qu'il va se concerter avec celle de Renaissance nationale pour voir dans quelle mesure les partis satellites de la mouvance allaient soutenir le président Patrice Talon, qui, à son avis, avait besoin d'être soutenu. Oui, en effet, cela dénote de la complicité qu'il y a en beaucoup de moments entre ces partis-là de la mouvance présidentielle. L'action entreprise par le président Jacques Ayadji du parti Moël Bénin avait pour objet d'échanger avec les trois autres partis de la majorité présidentielle afin de s'entendre sur un probable principe pour aborder l'élection présidentielle de 2026 et les élections générales qui vont s'en suivre selon le nouveau code électoral, puisqu'il y a certaines contraintes
du nouveau code électoral qui renforce le système partisan et qui pourrait desservir un combat individuel de chaque parti politique. Et si nous sommes de la même famille et la mouvance présidentielle, il urge qu'on puisse échanger sur la possibilité d'une synergie d'action. Pourquoi pas Voulez-vous parler d'un accord de gouvernance? Exactement, un accord de gouvernance et les modalités de la mise sur pied de cet accord de gouvernance. Donc c'était l'objet de l'action du président Jacques Kayadji que nous avons accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Nous n'y sommes pas opposés et sommes ouverts à ce que les échanges puissent continuer pour qu'on puisse délimiter dans la mesure du possible comment est-ce que en 2026, le pouvoir restera toujours dans le camp actuel. Et on peut dire qu'on peut espérer que vous vous êtes entendu au cas où que vous pourrez opérer un accord de gouvernance. Oui, bien sûr. Oui, le principe il est acquis. Le principe il est acquis. Renaissance nationale a donné son accord de principe pour des échanges à venir sur les modalités. Docteur Akintola, ce n'est pas que avec Mouel Bénin que vous avez pris langue ou Mouel Bénin a pris langue avec vous, mais également la coalition des partis de l'opposition était au siège du parti Renaissance nationale à Dekungbe. Et je pense bien que c'était par rapport à la relecture du code électoral. Quelle est la position de la Renaissance nationale par rapport à cette question évoquée par la coalition des partis de l'opposition? Vous allez me permettre de corriger quelque chose. Oui. La visite du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition au bureau exécutif national du parti Renaissance nationale il y a quelques semaines n'avait pas pour but d'échanger autour de la relecture du code électoral. Non, c'était plutôt d'échanger autour de l'audit du fichier électoral. C'est-à-dire la liste électorale informatisée qui nous permet d'aller aux élections. Les échanges portaient sur ce sujet-là. Puisque lors d'une rencontre de l'opposition du Parti Les démocrates, plus précisément avec le président de la République, la question avait été évoquée, des ratés qu'il y a eu dans des élections de 2023 sur la liste électorale informatisée. Donc, le président de la République a montré son ouverture. Tout à fait, il a accepté. À un audit et tout ça, et même a accompagné cela. Donc, le Parti Les démocrates ainsi que les autres partis de l'opposition qui sont mis dans un cadre de concertation des partis de l'opposition ont pris leur bâton de pèlerin pour sonder, puisque nous sommes tous concernés, nous sommes tous des acteurs, des joueurs de ce jeu-là électoral. Donc ils ont bien voulu rencontrer les autres partis politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, afin d'échanger sur ces probables audits-là et avoir une certaine synergie d'action. Et la position de Renaissance nationale a été que c'est normal. En fait, la fiabilité de la liste électorale informatisée ne rassure pas que les partis politiques, mais ça rassure le citoyen lambda. Il est sûr que les règles de jeu sont des règles saines qui permettent en fait que l'expression de son opinion, de sa voix, soit intégralement et avec justesse prise en compte. Donc, si on part de ce principe-là, Renaissance nationale ne peut que donner son accord si audit il y aura. Cependant, nous avons émis des réserves. La première étant que tout doit se faire dans un cadre légal. La loi dispose de comment est-ce qu'un fichier électoral, c'est un droit que de quitter ce fichier électoral-là, mais il va falloir le faire dans le cadre prévu par la loi. La deuxième est que nous ne donnons pas notre accord pour un audit du fichier électoral qui a déjà servi par le passé aux élections de 2023. Ce serait ouvrir une boîte de Pandore. Et nous n'aspirons pas à être parmi ceux qui vont une fois de plus incendier le pays. Nous sommes prêts à accompagner un audit de la liste électorale informatisée qui servira pour les élections à venir et qui sera extraite dans un délai de 120 jours prévu par la loi avant la tenue de cette élection-là. Et sur ce principe, nous sommes d'accord. Vous vous êtes entendu avec les leaders de l'opposition? Bon, je ne parlerai pas d'entente puisque nous avons échangé, mais il n'était pas, la séance n'avait pas pour objet de se conclure par une entente. Ils ont dit, nous avons écouté, nous avons donné notre position par rapport à ça et nous avons dit que nous demeurons ouverts
à des échanges futurs allant toujours dans ce même sens-là, du moment où les limites ont déjà été posées. Alors, de ce fait, vous avez tranché avec le postulat défendu par vos autres collègues de la mouvance présidentielle. Je veux parler de l'Union progressiste, le Renouveau et du Bloc républicain qui, eux, ont dit niet Oui. à cet audit-là. Alors, ce faisant, comment avez-vous été regardé? Quelle a été la réaction qui a suivi? Est-ce que on ne vous a pas fait un peu de querelle, en tout cas entre co-épouses, on va dire? Non, cela n'aurait aucun sens. Cela n'aurait aucun sens puisque chaque parti est autonome et nous ne l'avons pas fait regardant les yeux de quelqu'un. Nous l'avons fait pour l'intérêt de la population béninoise et des militants et militantes que nous avons. Et puis, comme le dit chez moi, c'est celui qui regarde les yeux de la femme qui sait qu'elle est en train de pleurer. Donc, vous vous en foutez pas mal. Et bien sûr, ça n'a pas de sens. Ça ne nous intéresse pas d'ailleurs leur avis par rapport à cela. Et vous l'avez dit tantôt que lors de cette rencontre du cadre de concertation de l'opposition avec le parti, il n'a pas été question du tout du code électoral. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais vous savez que les partis de l'opposition, les leaders de l'opposition souhaitent cette relecture. Quelle est votre position? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, il y a un moment, nous avons également souhaité cette relecture-là. Vous voyez, parce qu'il y avait certaines contradictions des articles du Code électoral et ainsi de suite. Nous avons souhaité, nous avons fait des propositions relayées abondamment dans la presse sur les articles à toucher, les propositions à faire pour que cela puisse aller de l'avant. Bon, malheureusement, nos propositions n'ont pas été prises en compte par les honorables députés à l'Assemblée nationale, assemblée désormais non monocolore, entre griffes. Nous avons pris acte de l'existence de ce nouveau code électoral-là. Et le travail que fait Renaissance nationale aujourd'hui est de s'aligner dessus parce que c'est la volonté du peuple. Le mécanisme mis en place en République du Bénin pour légiférer les élections fait que c'est l'Assemblée nationale qui vote. Et c'est le peuple béninois qui a élu les honorables députés à l'Assemblée nationale. Et nous avons choisi un principe démocratique pour voter nos lois. Et comme cela déjà est fait, nous sommes foncièrement républicains et légalistes. Nous en prenons acte et on s'adapte à cela. Alors, là-dessus, vous avez quand même suivi un peu la réaction du clergé catholique béninois qui a organisé un colloque sur la question regroupant les politiques, les leaders de la société civile et tout. Et le vœu très cher aujourd'hui, c'est qu'on procède à la relecture de ce code électoral. Est-ce que Renaissance nationale serait d'accord pour véritablement accompagner une éventuelle relecture du code électoral? Il faudrait que je sache comment on accompagne la relecture du code électoral. Oui, puisqu'il y a des gens qui travaillent, il y a des médiations pour faire entendre raison certainement à la partie, je veux parler de la mouvance présidentielle qui ne voudrait pas de cette relecture du code électoral. Oui. Donc si Renaissance nationale ferait également du lobbying pour cela, voilà. Qui dit que ce n'est pas en train d'être fait? Dites-nous, puisque vous avez vocation à nous informer. Pour nous dire tout ce qui a été fait. C'est juste pour vous chahuter un peu. C'est pour vous chahuter un peu. Nous préférons laisser aujourd'hui le champ à ceux qui veulent mener ce combat-là, de le mener. Activement mener un combat de relecture du code électoral et ainsi de suite avant les élections de 2026 ne font pas partie des priorités du parti Renaissance nationale à l'heure actuelle. Vous préférez regarder de loin si vraiment... Non, on ne regarde pas de loin, nous sommes actifs. Il y a des problèmes qui sortaient entre-temps. Eh bien, nous réagirons. Nationale sera d'accord? Nous réagirons à ces problèmes-là lorsqu'ils sortiront. C'est de ça qu'il s'agit, puisque le code en lui n'est pas un problème aujourd'hui. Vous avez reconnu qu'il y a quand même des dispositions qui posent problème. Oui, mais ces dispositions-là ont été contournées également dans le nouveau code électoral. Juste que ça n'a pas été de la manière que nous avons proposé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'ai dit. Nous avons fait des propositions par rapport au chevauchement des dates qu'il y avait. Vous voyez? Et l'Assemblée nationale a trouvé un mécanisme pour contourner ce chevauchement de dates-là, puisque dans l'ancien code, il était prévu que les élections générales aient lieu avant l'élection présidentielle. Et prenant cette logique-là, nous avons fait deux différentes propositions qui permettaient à ce que les dates ne se chevauchent pas, surtout au niveau de la légitimité, de la légalité de ceux qui devaient parrainer le président ou les candidats à la présidentielle. Mais le mécanisme qu'a trouvé la commission des lois et ainsi de suite, les députés de l'Assemblée nationale, c'est de faire passer désormais
l'élection présidentielle avant les autres élections. Vous voyez, exactement. Et ça a résolu le problème. Pas de la manière dont on l'aurait voulu, mais le problème, il est quand même résolu. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Et par rapport aux histoires de 20% réalisées, par rapport à chaque circonscription électorale et tout, est-ce que la Renaissance nationale aujourd'hui se retrouve ou, en tout cas, aura les capacités d'atteindre, comment dire, un tel score? La Renaissance nationale travaille à avoir un score pareil. Oui, tous les partis politiques diront la même chose. Exactement, mais aucun parti politique... Sauf qu'on ne sait pas vraiment si un parti politique pourra vraiment atteindre cet objectif. Oui, mais c'est en cela également qu'il y a d'autres dispositions de ce code électoral-là qui n'existaient pas dans le code précédent, qui offrent des accords de gouvernance ou des accords de... législature, exactement. Voilà, donc c'est un problème et une solution à côté. Ce qu'il y a de bien en cela, c'est que cela, d'une manière ou d'une autre, cela nous emmène à un renforcement du système partisan, tout en gardant une certaine autonomie pour les partis politiques, parce qu'une fusion des partis politiques nous emmènerait à ne plus avoir cette diversité-là qui est très chère à la démocratie. Et donc, face au jeu électoral, on peut quand même avoir la possibilité, vous voyez, de renforcer les choses, tout en n'éliminant pas. Et c'est une option qu'il faut, à notre humble avis, expérimenter aussi. Et puis le résultat, comme toute loi, dans son application, nous dira s'il faut rediriger encore les choses, s'il faut revoir les choses. Et puis ce n'est pas des lois canoniques. Vous voyez, le code électoral que nous avons aujourd'hui avait été revisité avant le régime actuel. Il a été révisé 2 fois sous ce régime-là. Et le prochain régime qui viendra, qu'il soit de l'actuelle mouvance présidentielle ou de l'actuelle opposition, eh bien eux aussi vont réadapter ça aux réalités de tous les jours. Et puis c'est ça même le jeu démocratique. Docteur Mohamed Awali Akintola, venons-en maintenant à la cerise sur le gâteau, si on peut le dire, la nomination de la présidente du parti La Renaissance nationale comme ministre conseiller. Dites-nous, comment avez-vous accueilli cette nouvelle au sein du parti politique? De 2 manières. Premièrement, nous l'avons accueilli comme un signe de gratitude et de reconnaissance de la part du président de la République pour l'effort constant et la fidélité du Parti Renaissance nationale qui a épousé son projet de société depuis les tout premiers jours et qui a travaillé à vulgariser ce projet de société-là et à rendre de plus en plus possible son programme d'action que nous avons embrassé et qui est devenu notre programme d'action et le programme d'action du Bénin et non du gouvernement uniquement. Donc les militants et militantes du Parti Renaissance nationale étaient très contents, ont vu en cela une confirmation de plus de leur mariage avec le président de la République. Mais au-delà de ça, nous avons accueilli ça avec beaucoup de conscience. Parce que nous ne voyons pas la nomination de la présidente Claudine Afiavi-Prudencio au poste de ministre conseillère à la santé juste comme un objet médiatique ou juste une... Non, non, non. Au-delà de ça, nous y voyons une nouvelle responsabilité. Une marque de confiance et une nouvelle responsabilité accordée à notre parti par le biais de sa présidente. Et cela nous emmène à, dès la minute qui a suivi, commencer à travailler à comment réussir cette mission-là. Oui. Non seulement pour être à la hauteur de la confiance qui a été placée en nous par le président de la République, mais aussi pour le bonheur et le bien-être des populations béninoises, parce que ce sont des postes qui ont des prérogatives, qui ont des responsabilités, qui ont des tâches à accomplir. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui pensent que c'est une récompense pour le parti, pour Mme Claudine Afiavi-Prudencio, qui personnellement est derrière le chef de l'État depuis quand même 8 ans? Oui, je confirme qu'en partie c'est une récompense. Et c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si c'est ce que racontent un peu sur les ondes les partis de l'opposition, comme quoi c'est un partage entre, comment on appelle, partisans, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, parce qu'aujourd'hui... Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi on veut faire une tempête dans un verre d'eau? Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a une coalition, je ne sais pas comment on appelle ça, un cadre de concertation des partis de l'opposition? C'est parce qu'on veut être plus fort
pour arracher le pouvoir à celui qui est là. C'est aussi simple que ça. Et lorsque ça arrivera, de toutes les manières, de toute évidence, les partis qui sont dans ce cadre de concertation-là ne sont pas des partis qui ont tous l'aptitude à présenter un candidat pour l'élection présidentielle selon l'actuel code électoral. Et même si c'était le cas, eh bien, ils ne gagneront pas tous. Pourquoi est-ce qu'on fait un premier tour et puis au deuxième tour, on demande aux autres partis, aux autres concurrents d'un candidat de soutenir, de s'aligner derrière le premier ou le deuxième pour ravir le pouvoir? Lorsque ce sera le cas, ces partis-là vont aller s'asseoir à la maison et laisser le seul parti politique qui a un candidat là diriger le pays. Ça ne se passe pas ainsi. Donc, il n'y a même pas, comment on appelle, matière à faire un débat. Maintenant, oui, certains disent c'est budgétivore et c'est ainsi de suite. Mais qu'est-ce que vous avez à leur répondre? C'est pas faux, non? Parce que, quand même, ces ministres conseillers auront droit à des avantages, auront droit à des émoluments. Et surtout que nous entendons dire qu'en réalité, c'est pour la propagande politique. Alors dites-nous, comment pensez-vous qu'on puisse financer bien sûr ces postes de ministres conseillers? Vous savez, il faut donner la palme d'or au président Patrice Talon pour son génie. Pour dépenser Je vais vous expliquer. Le plus possible les sous des contribuables? Très bien. Lorsqu'on dit que quelque chose est budgétivore, il faut être capable de dire le budget, le plafond qui est normalement prévu, qui est légalement prévu et qui a été dépassé. Personne n'a su le dire. Le budget de fonctionnement des ministres conseillers est imputé à la ligne budgétaire réservée à la présidence de la République. Combien de personnes nous ont déjà dit sur ces plateaux-là, ceux qui disent que c'est budgétivore, là, normalement c'est tel montant qui était prévu et pourquoi est-ce qu'ils ont dépassé ça? Non, ceux-là disent simplement que c'est budgétivore. Je vais aller au-delà. Je vais aller au-delà. Non, permettez que j'aille au bout de mes idées. D'accord, allez-y. Excusez-moi de finir. Oui. Ils disent que c'est budgétivore parce qu'ils ne savent pas d'où on prendra encore de l'argent qu'on payait déjà, avec lequel on payait déjà les ministres du gouvernement. Et on crée encore une autre ligne de dépenses. On prendra l'argent. Où est-ce qu'on viendra? On prendra l'argent du même endroit où on prendra ça pour financer l'audit du fichier électoral qu'ils sont en train de demander. On prendra ça d'où? On prendra l'argent du même endroit où on a pris l'argent pour instituer le financement public des partis politiques. Donc ils ont raison alors. Parce que c'est une nouvelle dépense pour l'État. Oui, non. Personne n'a dit que c'est une nouvelle dépense. Mais pourquoi ne pas traiter l'audit là qu'ils sont en train de demander à coup de milliards? Pourquoi ne pas traiter ça de budgétivore? Oui, parce qu'ils savent que... Parce que c'est pertinent selon eux. Il y a une fonction dévolue à cet audit-là. Et vous pensez que les ministres conseillers n'ont pas une fonction dévolue à eux? Il y a un décret qui a quand même été pris, qui institue ça et qui dit le travail que ces ministres conseillers-là feront. Je vais aller au bout de mon idée en vous disant ceci. S'il y a un président qui a fait le plus d'économies possible en charge de ministres par ici et par là, ces 20 dernières années, c'est le président Patrice Talon. Ah bon? Oui. Parce qu'au temps du régime précédent, aujourd'hui, on n'arrive même pas à dénombrer le nombre de ministres. À chaque fin du mois, il y avait un nouveau ministre. À chaque 2 semaines, il y avait un nouveau ministre. Et il y avait des frais d'installation, des primes de prise de fonction par ici et par là. Combien est-ce que nous avons connu ça sur le président Patrice Talon? Et ça, on n'a pas dit qu'il a fait des économies pour le pays. Cela fait un. Il aurait pu, comment vous dites, balayer toute cette équipe-là, mais c'est un planificateur. Et chaque fois que vous faites de ces genres, que vous avez ces genres de pions que vous déplacez, c'est que vous arrêtez ou vous ralentissez la marche vers le développement. 2, 3. Vous pensez que ceux qui ont été nommés ministres conseillers là n'ont pas compétence à être nommés ministres conseillers? C'est la question, ça. Mais écoutez, c'est des gens qui vont surveiller l'action de ces ministres-là. C'est des gens qui vont évaluer l'exécution du programme d'action du gouvernement pour le bien-être des populations. C'est des gens qui vont avoir une perception beaucoup plus globale, une vue d'ensemble que n'aurait pas le ministre qui est dans l'exécutif et qui est au charbon. Il faut que quelqu'un puisse prendre du recul pour dire « oui, c'est bon, on peut améliorer à tel endroit, telle population n'a pas encore été suffisamment touchée, il faut rééquilibrer de telle ou de telle manière ». C'est aussi simple que ça. Vous pensez vraiment que dans un processus de gestion de projet, lorsque vous ne prenez pas le temps de pouvoir évaluer, de pouvoir faire un suivi pour réajuster, pour faire de perspectives, vous êtes en train de réussir votre projet? Et aucune loi ne l'interdit. Il aurait pu avoir
en plus des, je crois, 21 ministres, là, il aurait pu avoir ses 4 ministres dans son gouvernement. Mais il en a nommé 12 ministres conseillers. En plus, je ne vois pas en quoi est-ce que... vous savez, toute cette polémique-là autour de ministres conseillers, pas ministres conseillers, là, l'opposition a peur. L'opposition a simplement peur. Mais c'est politique tout ça. L'opposition a peur. C'est politique, n'est-ce pas? En quoi est-ce que l'exécutif n'aurait pas été politique, que des nominations, ça a toujours été politique? Donc c'est normal que l'opposition aussi ait peur. Vous prenez donc ce qui se dit à l'opposition. Ils ont peur parce que le cheval de bataille de l'opposition a toujours été de mentir à la population, de dénaturer ce qui est fait, de restreindre l'information, parce que nous avons un gouvernement qui a préféré travailler d'abord, avant de venir parler du travail qu'il a fait, au lieu d'annoncer de l'espoir aux populations et de ne pas atteindre cet objectif-là. Nous avons eu un gouvernement qui a choisi des technocrates pour les mettre au travail, pour dire nous avons un objectif à atteindre, il faut l'atteindre, nous devons construire le Bénin, il faut le construire et mettre d'abord de côté tout ce qui est propagande, bavardage et autres là. Aujourd'hui, nous avons de la moisson. Nous avons à dire à la population, nous avons à montrer à la population et ils ont peur. Ils ont peur lorsqu'ils voient le calibre de ces personnes-là qui ont été nommées ministres conseillers. Je peux aller au bout de mon idée, permettez-moi d'y aller. Donc ils ont peur du calibre de ceux-là qui ont été nommés ministres conseillers, qui sont à la fois des spécialistes de leur domaine, qui ont occupé pour certains des postes de responsabilité, qui savent de quoi on est en train de parler, mais également qui sont politiquement assis, parce qu'aujourd'hui, ces personnes-là et toute leur équipe vont déconstruire les mensonges là sur le terrain, et ce sera du tic au tac désormais sur le terrain. Et c'est ça qui justifie tous ces propos de ces budgétivores. Il n'y a que ce seul argument-là, encore que c'est un argument que nous venons de battre en brèche. Non, mais ils disent aussi que c'est de la propagande politique. Qu'actuellement, maintenant, ce sera place à la propagande politique. Qu'ils ont fait pendant 10 ans et personne n'a rien trouvé à dire à cela. Je ne vois pas en quoi est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut s'octroyer 1 an sur 10, un dixième de temps de propagande, tout en n'arrêtant pas le fonctionnement de la machine de développement, en quoi ça devrait gêner? C'est de bonne guerre. Et vous ne sentez pas un déséquilibre à ce niveau? C'est-à-dire? Oui, un déséquilibre où quelqu'un est au pouvoir, utilise les moyens du pouvoir pour non seulement faire le travail qu'il faut, mais également se faire connaître, se faire entendre politiquement, alors que les autres sont à la touche et n'ont pas les moyens qu'ils Ils ont les moyens, ils ont le financement public. Ah d'accord, vous confirmez? Ils doivent s'en contenter. Selon vous confirmez? Vous voulez qu'on leur mette toute la caisse de l'État pour le travail? Et puis, si c'est autant le parti du peuple que ça, le peuple est déjà en train de cotiser pour ça. C'est comme ça que les partis politiques, c'est comme ça que RN fonctionne. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, maintenant, ils ont toujours fait de la propagande. Ils ont toujours fait, ils sont en parlant de ces budgétivores et c'est tout ça, ils sont en train de faire de la propagande. C'est plutôt le pouvoir en place qui devrait se plaindre de ce que vous dites là. Vous dites, mais vous faites de la propagande depuis toujours et puis nous on veut le faire un peu et vous criez qu'on n'a pas le droit de le faire. Docteur Quintana, oui, dites-moi. Ministre conseiller lié à la santé, pourquoi ce volet santé à la présidente de la Renaissance nationale? Bon, en toute honnêteté, je ne saurais me substituer au premier magistrat qu'est le président Patrice Talon pour dire pourquoi il a bien voulu confier ce portefeuille-là, en fait, c'est la dénomination qui est ministre conseillère à la santé, mais les secteurs d'intervention de la ministre Claudine Afiavi-Prudencio couvrent non seulement la santé, mais aussi la microfinance et les affaires sociales. Voilà, donc... de ma petite analyse, je me dis qu'il a déjà vu Mme Afiavi-Claudine Prudencio à l'œuvre, de par le passé et encore aujourd'hui. C'est d'abord une femme du social. C'est une femme qui a à cœur le bien-être de la population, et cela, qu'elle soit nommée ou pas nommée, qu'elle soit dans une machine exécutive ou pas, elle a toujours de sa propre poche été sensible au bonheur de la population. Et ça, tout au moins, autant les détracteurs que les partisans le lui reconnaissent. Qui d'autre, donc, pour davantage comprendre les cris de cette population-là et y apporter davantage de solutions. Au-delà de ça, n'oubliez pas que la présidente Claudine Afiavi-Prudencio est une gestionnaire d'entreprise. Elle est femme d'affaires, elle est à la tête de plusieurs entreprises, donc elle a le savoir-faire. Et c'est ce qu'elle a toujours fait. D'ailleurs, donc à partir de là, sa technicité dans le domaine est donc un atout très grand pour la mission à
accomplir. Et je me dis, c'est peut-être cela qui a conduit à ce poste-là spécifiquement. Lentement, M. Roman, on va au terme de cette émission, mais avant, malgré les routes, le projet H, le micro-crédit aux femmes, l'assistance à des personnes démunies, des filles à l'école, la gratuité de l'école, les cantines scolaires, et j'en passe, les Béninois continuent de se plaindre. Et on entend souvent dire, les gens, on a faim. Et quelle est la position de la Renaissance nationale par rapport à ce fait qui est réel? Je vais faire un blasphème sur votre plateau, vous allez bien vouloir me le permettre, mais Dieu qui a créé l'humanité lui-même nous y a introduit et nous a donné tous les moyens de nous en sortir et intervient H24, 7 jours sur 7 pour notre bien-être, n'a pas institué l'éradication totale de la pauvreté, du besoin, de la difficulté. C'est inhérent à la vie, Exactement. à la vie humaine. C'est ça ce que je veux dire. Pour dire que, quel que soit le gouvernement que nous mettrons là, quel que soit le président de la République que nous mettrons là, ils feront tout l'effort qu'il faut. Mais un bon père de famille ne pourra pas régler tous les problèmes parce que régler un problème crée encore un autre besoin. Et les besoins sont illimités. Mais malheureusement, les ressources, elles sont limitées. Donc, on demande à quelqu'un qu'on met en avant comme leader de manager les ressources limitées que nous avons pour offrir le plus de satisfaction possible, c'est-à-dire couvrir le maximum de besoins. Mais il n'arrivera jamais à satisfaire tous les besoins parce que chaque seconde voit naître un nouveau besoin. C'est la première réponse que j'ai à donner à la question pour dire qu'on entendra toujours, il n'y a pas d'Eldorado sur cette terre, on entendra toujours des gens quelque part dire ça ne va pas. C'est normal. Nous travaillerons à réduire au maximum ce ça ne va pas là pour qu'on dise tout au moins on rend grâce au Seigneur parce que tel est acquis et tel reste à acquérir. Ça, c'est la première des choses. Oui, il y a eu beaucoup de projets. Il y a eu également beaucoup de défis pendant ces 8 dernières années. Il y a eu des défis exogènes que le gouvernement béninois n'a pas instigés et ne pouvait pas forcément contrôler à l'instar de tous les autres grands pays du monde. Nous avons connu la pandémie de la Covid, nous avons eu la guerre russo-ukrainienne qui a chamboulé tout ce qui est commerce international et tout ça, et ça continue. Je pense qu'il faut d'abord saluer cet effort-là qu'ils ont fait de tenir la barque. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de Messie qui viendra de quelque part pour régler tous nos problèmes. Mais un pas devant un autre, je pense qu'on pourrait les réduire, qu'on pourrait accorder le mieux ou le plus de satisfaction possible à la population. Vous savez, ce n'est pas autant de Patrice Talon que ces plaintes-là ont commencé. Ça ne se terminera pas autant de Patrice Talon. Alors, ma question, Dr Akintola, je reviens au poste de ministre conseiller. Avec plaisir. Qui échoua, fort heureusement, à la Renaissance nationale avec Mme Claudine Afia-Vipridi. C'est comme pour toute dernière question. Comment le parti entend gérer avec la ministre conseillère et bien sûr ce portefeuille? Le parti entend le gérer de la même manière qu'il a aidé à gérer le parti Renaissance nationale, qu'il l'a aidé dans le combat au sein de la mouvance présidentielle, qu'il l'a aidé dans le soutien au président Patrice Talon, mais qu'il l'a également aidé dans chaque circonscription électorale, dans chaque village, pour que la voix des Béninois soit entendue par l'exécutif et que des solutions soient apportées à cela. Les cadres du parti Renaissance nationale prennent cette nomination-là comme leur nomination et donc portent sur leur dos toute la responsabilité qui va avec et chacun dans son domaine de compétences accompagnera la présidente parce qu'il sait qu'en l'accompagnant, on est en train d'accompagner le chef de l'État, on est en train d'accompagner le peuple béninois qu'il a choisi. Et elle n'a jamais fait les choses à moitié, nous ne le ferons pas non plus à moitié. Plaise au ciel, qu'il en soit ainsi. Merci. Mohamed Awali Akintola, nous arrivons au thème de cette émission qui vous aura reçu, vous, porte-parole évidemment de ce parti. On ne va pas vous laisser partir sans vous demander votre mot de la fin. Merci pour l'occasion que vous nous donnez d'interagir avec nos compatriotes, de leur parler et de leur rendre compte de ce que nous faisons, de la responsabilité qu'ils nous ont confiée. Je tiens à dire ce qui suit.
le Bénin a amorcé depuis 2016 une courbe irréversible de développement. Le développement, ça demande du sacrifice. Et c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. Il y aura une période où ça va chauffer, parce que nous sommes les fondateurs, que nous sommes les impulseurs de cette nouvelle dynamique-là. Et nous devons être fiers d'être ceux qui ont accepté de se sacrifier pour que les progénitures puissent vivre une vie meilleure. Il faudra que quelqu'un le fasse, et seuls les héros le font. Et chaque Béninois, chaque Béninoise est un héros, est une héroïne pour le développement du Bénin. Et je demande vivement qu'on accompagne et qu'on ne baisse pas les bras, parce que le bout du tunnel, il est proche. Et les résultats seront davantage visibles ou palpables, parce qu'il faut un temps pour que les choses mûrissent. Et nous en sommes quasiment là. Je vous remercie. Merci à vous, M. Mohamed Awali Akintola. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du parti La Renaissance nationale. Vous êtes également, et bien sûr, chargé de mission de la présidente de ce parti. Vous étiez sur cette émission pour nous dire que retenir aujourd'hui, un an après l'avènement du parti La Renaissance nationale. De ce parti. Vous nous avez dit tout au long de cette émission que ce parti-là vit et rayonne. Aujourd'hui, et bien sûr, à travers la présidente, Mme Claudine Aferri-Prudencio, ce parti est appelé encore une fois à soutenir le président Patrice Talon et le développement de ce pays, le Bénin. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous.